Mon ami Philippe Guillemant, qui est ingénieur physicien au CNRS, nous pensons que le réel se présente de manière pixelisée, c'est-à-dire de manière numérique. On va même plus loin, on pense que c'est un hologramme et que finalement, les conceptions disant que c'est un univers onirique dans lequel on se trouve n'est peut-être pas si faux que cela. Alors bien sûr, ça va changer complètement notre conséquence, notre rapport à l'existence, par exemple. Et il y a bien des penseurs, d'ailleurs, qui, avant nous, ont osé cette lecture, notamment prenons Diogène Laërce, qui va dire « Et toi donc, dit quelqu'un, pourquoi ne mors-tu pas? Pourquoi cela ne fait aucune différence, dit-il » Eh bien, ça ne fait aucune différence, parce que si nous sommes dans un berceau d'informations situé hors du temps et de l'espace, et que nous sommes constitués de la même manière, effectivement, la notion de vie et de mort n'a plus aucun sens. Alors, des penseurs, bien sûr, comme Spinoza, ont repris cette idée. L'esprit humain ne peut pas être absolument détruit en même temps que le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. C'est ce quelque chose qui nous intéresse. Il rajoute, nous sentons, nous expérimentons que nous sommes éternels, ça c'est sa grande phrase dans l'éthique 5, proposition 23, en précisant, cette partie éternelle est une essence du corps. Une essence du corps qui existe nécessairement en Deus sive natura, c'est-à-dire dans la nature. Spinoza n'était pas religieux à proprement parler. Alors, en première partie, je vais très rapidement rappeler la fonction du mythe, puis on essayera de deviner comment on peut faire pour trouver cet impensable réel sous des apparences, et Philippe va donner son point de vue de chercheur en physique. Alors les mythes, on le sait, sont fondateurs de civilisation, c'est formidable, ça nous permet de nous déployer, ça sert aussi de formidable anxiolytique pour notre espèce inconsolable et errante, qui se situe entre deux riens, un début et la fin. Mais les mythes ont un petit défaut, c'est que parfois ils deviennent délirants. Alors, pour exemple, nous sommes actuellement, là c'est une photo de Butch, nous sommes dans l'idée qu'on peut tout contrôler, alors qu'on oublie qu'il y a quand même toujours des petites failles dans le système. C'est une donnée objective, Jeff. À la question « Dois-je quitter Jeff ?», l'ensemble de mon réseau de contacts, amis et likers, a répondu oui à 93,2%. Ça fait partie aussi des dérives très rigolotes, c'est qu'on commence à déléguer à des algorithmes nos choix de vie, nos choix existentiels. Alors, les sociétés traditionnelles n'échappent pas à ces pièges. Leur lumière univoque de départ donne parfois lieu à des comportements totalement extravagants. Je veux accéder à l'humilité. Je veux même devenir le numéro 1 de l'humilité. Voilà, là nous sommes aussi en présence d'une contradiction. Alors est-ce que ces deux mondes peuvent se réunir? Est-ce qu'il y a un point d'équilibre entre ces deux tensions, c'est-à-dire la tension, on va dire très sommairement, la vision de l'Occident et son approche, on va dire, quantitative et matérialiste et scientifique, et la vision un peu plus métaphysique de l'Orient. Alors, nous pensons que oui, mais comment? Par une sorte de logos, c'est-à-dire une connaissance vibrante et vivante qui se situerait entre les deux, dans une sorte de point axial. Alors pour cela, il faut interroger les grands penseurs, les métaphysiciens de la planète. Donc on a Ramana Maharshi qui va dire « Donc je suis esprit transcendant le corps meurt, mais l'esprit qui le transcende ne peut être atteint par la mort. Cela signifie que je suis l'esprit qui ne meurt pas. » Alors, ce qui est important ici, c'est porter l'attention sur ce qui tient, peut-être sur cette théorie de l'information que j'ai évoquée tout à l'heure. Le soi ne connaît pas l'ignorance, va-t-il rajouter. Nisargadatta Maharaj va dire « Quand je vois que je suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Et entre les deux, ma vie s'écoule. » Ce qui est important ici, c'est entre les deux. La sagesse et l'amour, c'est bien, mais c'est là entre les deux qui est important. Ce qui nous rappelle la proposition d'Anaximandre, qui consiste à dire « Les hommes apparaissent, d'autres disparaissent, pour ainsi dire, derrière le décor, reste l'ampleur de la perpétuelle présence. » C'est ce entre-deux qui est important.
Alors des physiciens, hein, comme le fameux Paul-Adrien Maurice Dirac, qui est bien sûr prix Nobel, va dire que le fondement du réel se présente comme une mer ondoyante parcourue par le jeu de la matière et de l'antimatière. On est très proche de ce qu'ont dit les penseurs métaphysiciens précédents. Toujours Nisargadatta, qui va très loin, hein, vous rêvez d'un rêve que vous appelez le monde, votre problème est que vous aimez une partie de votre rêve et pas l'autre. Quand vous aurez vu le rêve comme un rêve, vous aurez fait tout ce qui devait être fait. Donc il faut absolument qu'on arrive à percevoir cette réalité de cette manière aussi. Alors personne, hein, un mot couvert, hein, plus difficile d'accès, va dire il n'y a de présence que pour une conscience. Il est vrai que c'est la conscience qui donne du sens, qui sélectionne une image et la distribue dans du temps, mais si on n'a plus cette valeur-là, cette capacité-là, on va découvrir quelque chose derrière qui est aspatial et intemporel. Alors comment être lucide, hein, sur tout ça? En 84, j'ai eu un éclair de lucidité. Depuis, rien. Hein. Ça, c'est totalement désespérant. Il faut absolument cultiver cette lucidité, qui est notre seule liberté possible entre nous. Alors, des physiciens, notamment Thibaut Damour, hein, vont dire, selon la physique contemporaine, la vraie réalité est hors du temps. Il faut imaginer des cartes de jeu ramassées les unes sur les autres. Celles du passé, du présent et du futur coexistent. Hein. Il n'y a pas quelque chose qui s'écoule. Les aborigènes savent ça depuis très longtemps et d'autres sociétés. L'année dernière, on avait travaillé sur la métaphysique des gens de l'Asie centrale et de la Mongolie. Ils sont dans le même esprit. Alors, comprendre, c'est bien. Avoir l'expérience, comme le font les artistes ou les poètes, c'est encore plus rapide. François Tcheng, poète, va dire « Le noir est une couleur, le blanc aussi. Tous deux participent de l'origine, l'un appelant l'autre, l'un complétant l'autre. Entre eux, sans cesse, la vie fulgure et fait signe. Hein. Là aussi, c'est le sans cesse, c'est-à-dire de manière éternelle, la vie fulgure et fait signe. Alors d'autres artistes comme Gauthier et Languereau vont avoir une vision pixelisée du réel. Mais pas seulement. Ils vont avoir une vision en miroir énantiomorphe. Et là aussi, c'est une approche qui nous fait penser au monde pixelisé, on verra plus loin, des aborigènes. Ça me fait aussi penser à certaines théories de physiciens qui nous disent que l'antimatière pourrait très bien être le miroir de la matière. Alors chez les aborigènes, ce qui est déroutant, c'est la notion du temps du rêve. Le temps du rêve, c'est pour eux un berceau imaginaire et créateur d'où tout va émerger. C'est le lieu des grands ancêtres qui permettent la présence des événements et des choses. Mais ce qu'il y a de très amusant, c'est que ce temps du rêve est un espace parallèle à notre vie quotidienne. C'est une réalité qui s'interpénètre avec notre réalité du jour, de l'instant. Alors pour exemple, si on prend notre incroyable condition soumise à la finitude, on va émerger du temps du rêve, qu'il faut aussi assimiler à la mer de Dirac, qu'on a vu tout à l'heure, ou à la dimension non locale des physiciens. On passe à l'existence avec un système en courbe de Gauss ou en système thermodynamique par effet de dissipation, vous pouvez le voir comme vous voulez, pour culminer à la cinquantaine à peu près, et après, dans une sorte d'avalanche, tranquille, retourner au temps du rêve. Mais cette notion doit être interpénétrée avec la dimension non locale, c'est-à-dire que, comment on peut en avoir l'expérience? C'est le temps subjectif qui passe. Si vous prenez à l'âge de 10 ans une année, elle va nous paraître extrêmement lente, puisque c'est 1/10 de notre vie. Mais si vous prenez une année à 50 ans, c'est 1/50 de notre vie, pour, à 100 ans, être 1/100 de la vie. Donc ça va très très vite. C'est ce système élastique qui déjà, il y a plusieurs façons, nous fait comprendre le côté un petit peu illusoire du temps, que Philippe va bien nous démontrer tout à l'heure. Donc l'avant de la naissance et l'après de la mort sont les temps du rêve, je l'ai dit. Alors, comment ça peut marcher? Alors, de manière très générale, comme nous sommes interdépendants avec tout ce qui existe,
et que tout ce qui existe est composé d'une partie, on va dire, macroscopique, soumis au temps et à l'espace, et une partie quantique qui échappe à ça, il suffit simplement de porter notre attention sur cette partie en nous qui justement est prioritaire et qui est quantique. Alors comment on va s'y prendre? Bon, c'est vrai que moi ça fait une cinquantaine d'années que je travaille dans cette direction, j'ai beaucoup d'outils, mais schématiquement on peut reprendre l'analogie de la pelure de l'oignon, c'est encore la plus simple, qui consiste à dire qu'il ne s'agit pas d'enlever chaque couche de l'oignon pour traverser les différentes contradictions de notre personnalité ou pour se dépouiller, mais plutôt que de les enlever, on va les traverser. On va à une espèce de mort à soi-même, si vous voulez, et à la dernière couche, effectivement, il y a capacité de chavirement dans cette dimension non locale de la réalité, dans la mer de Dirac, dans le temps du rêve des aborigènes, on retrouve ça un peu partout sur la planète. Alors, dans les religions sans Dieu, ce sont des religions donc on va dire laïques, le changement de registre du réel peut se faire en même temps que l'on existe, donc à l'instant, là, on peut même le faire. Ça, c'est une question de pratique. Alors pourquoi? Parce que pour eux, il n'y a pas de commencement. Les mythes disent le commencement comme perpétuellement actuel, c'est nous qui avons inventé une origine et un commencement. Pour eux, tout est là, infiniment là, à chaque instant. Alors, on retrouve ça dans leurs peintures, qui n'ont pas pris une ride avec le temps qui passe. Et ce qui est très déroutant, c'est que ce sont des lignes continues qui sont fabriquées avec du discontinu. Chaque point est relié par un vide, et ce vide est à la fois la source des deux points qui apparaissent et le lien. C'est un système informatique binaire. On est dans une logique informatique. Quand on regarde l'œuvre par-dessus, elle n'a pas de haut, elle n'a pas du bas, et elle a même un système de profondeur hypnotique. Alors c'est Barbara Glovetsky qui a travaillé cet axe-là, qui a eu d'ailleurs des fonds et qui continue son formidable travail, qui est directeur de recherche au CNRS, et qui va parler de cartes cognitives des aborigènes. Elle va jusqu'à dire que nous avons redécouvert l'informatique que nous connaissions déjà dans la configuration mentale. Alors le mieux, avant de disserter, c'est que je vous la fasse écouter pendant, on va dire, 2 minutes, si les calculs sont justes. Convaincu que justement, il faut parler de ça, de cette représentation du monde qui a fait que les aborigènes, enfin la génération des parents et des grands-parents de ces gamins-là, nous ont dit quelque chose dans les années 70 en se mettant à peindre l'acrylique sur les toiles, c'est qu'en s'inspirant de leur rapport à la Terre et de toute cette philosophie qu'ils avaient, des rites qu'ils avaient, qu'ils ont fabriqué quelque chose qui est venu circuler dans le marché de l'art le plus contemporain. Ça n'a pas du tout été catalogué comme de l'art primitif. Ça s'est mis à circuler. Voilà. Et ça reposait sur ce qu'on a vu dans ces 10 minutes-là. Bon. C'est-à-dire un rapport au monde qui nous a touchés. Alors je dis pourquoi ça nous touche quand on voit ces toiles? Parce que je suis persuadée qu'en fait, on les perçoit comme un artefact mental qui est de l'ordre de ce que j'expliquais au début, c'est-à-dire du réseau. Donc aujourd'hui, cette manière de penser aborigène est devenue moderne simplement parce qu'il y a une sorte de correspondance entre le fait qu'avec les nouvelles technologies, on s'est remis à penser de cette façon-là. C'est une idée que je défends depuis des années, on peut ne pas être d'accord, mais moi on s'est remis à penser de cette façon-là. Les œuvres sont prodigieusement contemporaines alors qu'elles ont près de 50 000 ans. Et ce n'est sûrement pas par l'apprentissage des mots et des phrases que la transmission, qui est quasiment orale, a pu se faire, mais c'est bien parce qu'il y a une prédisposition mentale particulière avec un système d'arborescence et de mise en réseau. Les peintures sont en fait des représentations en 3D. Aucune ligne ne se recoupe. Vous voyez ici, là, ça ne se recoupe pas. Chaque point est une essence, un monde en lui-même, et l'information, puisqu'elle se regarde par-dessus avec une profondeur qui peut être très très infinie, quelque part, ressemble à un système holographique. Alors les liaisons, comme sur Internet, s'effectuent par des espaces communs qui appartiennent à tout le monde et à personne.
Alors pour les cartes géographiques, parce que ça reste des cartes géographiques, c'est marrant de voir qu'elles sont sans échelle. Pourquoi? Parce que pour l'aborigène, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Si on demande à un aborigène combien de temps il faut pour aller d'un point à un autre, la question va l'étonner, il va dire 2 campements pour que je puisse me désaltérer. Son rapport au monde est extrêmement vertical. Donc, pourquoi elles sont hypnotiques? Parce qu'effectivement, on est fabriqué comme ça, nous aussi, et on découvre l'informatique maintenant, mais c'était déjà là, dans notre structure psychique. Ça a été dit hier par certains orateurs. Et la représentation du monde, par contre, est perpétuellement pixelisée et numérisée pour eux. Alors, pareil pour la notion de temps, comme sur la toile, la notion de temps et d'espace est abolie. La représentation du monde est atemporelle et aspatiale, de la même manière que nous, on peut faire une partie d'échecs avec quelqu'un qui se trouve au Japon, et on transcende le temps, l'espace et les distances. Alors comment faire pour accéder à cette réalité sous-jacente qui est notre condition de liberté? Alors quels gestes de conscience pouvons-nous cultiver pour percevoir que ce rocher, qui paraît matériel, est en fait aussi une réalité intangible, pixelisée? Alors, des artistes, par une voie très courte, Vasarely, il a été nommé hier aussi, font ce travail depuis très longtemps. Ils essayent de lire le réel à travers cette manière de voir. Mais ce qui est marrant, c'est que ça résonne pas mal avec des peintures aborigènes. Par exemple, ici, vous avez 4 personnages, et même 6 d'ailleurs, assis autour d'un espace de parole, mais ce n'est qu'un ensemble d'énergies vibrantes. Les peintures aborigènes sont chargées d'énergie et sont vibratoires. Le vide a autant d'importance que le plein. Alors, bien sûr que la plupart des artistes et poètes connaissent cela, mais peut-être un des plus précis là-dessus, c'est Magritte. Magritte qui doit être bien compris. Il a proposé déjà de dire qu'il ne s'agit pas d'étonner par quelque chose, mais que l'on soit étonné d'être étonné. Quand on est étonné d'être étonné, on augmente l'intensité de conscience de soi et on met en abîme la réalité qui se théâtralise, qui quelque part se dissipe. Alors c'est sa célèbre pipe qui a ouvert la porte avec cette histoire. Ce que l'on voit sur un objet, c'est un autre objet caché, d'accord, mais quel est cet objet caché? C'est tout un monde de l'information. Donc la véritable conversion ne consisterait-elle pas à apprendre à dénommer le réel et à le dématérialiser? Ce que bien sûr lui il faisait presque de manière native, c'est-à-dire de naissance. Et à la fin, bien sûr, il faut qu'on arrive à se dénommer nous-mêmes, se dématérialiser pour justement être en prise avec cette sorte de théorisation de l'information. Voilà. Alors, c'est bien sûr, ça met en abîme nos croyances, nos valeurs sur les choses. Il va dire, le mot Dieu n'a pas de sens pour moi, mais je le restitue au mystère, pas au néant. Ça change un peu nos repères. La proposition peut-être la plus dérangeante et la plus intéressante de Magritte, c'est de dire, on a trop souvent l'habitude de ramener par un jeu de la pensée l'étrange au familier. Moi, je m'efforce de restituer le familier à l'étrange. Si vous regardez cette peinture qui, somme toute, peut paraître banale, au bout d'un moment, vous êtes saisi par quelque chose d'étonnant, c'est que ce qui est, c'est l'absolu. Il y a un côté hypnotique là aussi qui peut nous prendre. Voilà, je vais laisser la parole à Philippe qui va donner notre point de vue. Bonjour. Merci à André qui a magnifiquement introduit ce dont je vais vous parler. Ouais, je vais prendre ça, c'est mieux. Et donc, il vous a introduit à l'idée que notre réalité était une illusion, que la différence entre rêve et réalité, finalement, elle n'est pas aussi évidente que ça. C'est cette idée qu'on retrouve dans l'allégorie de la caverne de Platon. Donc, ce n'est pas uniquement des indigènes, ça ne nous vient pas de... Les philosophes idéalistes pensaient comme ça aussi il y a quelques siècles. Donc la question c'est, est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Est-ce que la physique, je ressens un souffle, mais bon,
Est-ce que la physique nous dit des choses intéressantes à ce niveau-là? Alors tout à fait. Déjà au niveau qualitatif, la physique nous apprend que l'espace, qu'on pense exister extérieurement à nous, est non local, qu'il est déformable, qu'il est troué, qu'il est en vibration et qu'il serait même pixelisé. C'est-à-dire, autant dire, c'est absolument pas de l'espace, c'est presque l'écran d'ordinateur, c'est une projection. Je vais parler par exemple de la non-localité. Vous connaissez, donc vous avez dû entendre parler de ce terme-là, c'est la possibilité pour un objet d'être partout à la fois. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors d'avoir une partie de lui-même qui se trouve aux confins de l'univers et ces deux objets restent corrélés comme s'ils étaient au même endroit. Donc y a-t-il encore bien un espace? Espace troué, bien sûr, ça fait référence au trou noir. Espace en vibration, ça fait référence aux ondes gravitationnelles, dont on ne dit pas suffisamment qu'il s'agit de vibrations de l'espace, et plus exactement de vibrations de l'espace-temps hors du temps. Donc il faut se faire à l'idée que notre réalité pourrait réellement être une projection d'informations vers la conscience, c'est-à-dire un univers d'informations. Et d'un point de vue quantitatif, la physique nous confirme cette réalité. C'est-à-dire qu'au travers de trois principes qui sont liés pour l'un à la matière, pour l'autre à l'espace et pour l'autre à l'énergie, la physique nous confirme que l'information, c'est quelque chose de physique. Vous avez le principe d'incertitude d'Heisenberg avec la gravité quantique, le principe holographique, et le principe de Lander. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque principe, mais tout cela nous amène à conclure que la matière, l'espace et l'énergie, c'est de l'information, que l'information est quelque chose de physique, et que la densité d'information est par conséquent finie. Elle est complètement finie partout. C'est-à-dire que la précision de l'univers, si vous préférez, est limitée. Donc ça, c'est un point très important à retenir. Et le deuxième point très important à comprendre, c'est ce qu'on appelle vulgairement le temps n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout se passe comme si nous vivions dans l'illusion que nous faisons une balade en forêt, par exemple, qu'il y a de la brume devant nous, et que nous pensons que, en fait, cette brume, c'est le vide, c'est-à-dire que le sentier au-delà de la brume n'existe pas. Nous sommes en permanence piégés dans cette illusion. La physique a beau nous dire depuis un siècle, de manière renforcée depuis quelques décennies, que derrière la brume, ça continue, nous continuons de penser que notre futur se construit dans notre présent, ce qui est l'erreur fondamentale qui nous empêche d'évoluer en conscience. Ceci est corroboré par la théorie de l'univers bloc, qui est la théorie la plus acceptée aujourd'hui en physique, mais elle n'est discutée que par rapport au fait qu'a priori, elle nous priverait de libre arbitre, alors que ce n'est pas vrai. Je vais commencer par la justifier en disant que ça provient des désaccords sur la chronologie, dès qu'on se retrouve dans des repères qui se déplacent les uns par rapport aux autres. Ça provient de la dilatation du temps absolument inévitable lorsque vous avez une fusée, par exemple, qui part de la Terre et qui se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière. On sait que lorsqu'elle revient sur Terre, il peut s'être écoulé 1000 ans, 1 million d'années, alors que dans la fusée, la personne a à peine vieilli. Donc les voyages dans le temps sont possibles. Autre chose nous dit, cette fois-ci en mécanique quantique, que le futur est déjà réalisé, c'est le fait que, je vous disais tout à l'heure que deux objets pouvaient être séparés par des distances absolument astronomiques et être intriqués, c'est-à-dire comme s'ils étaient le même objet, ils étaient restés corrélés. Ceci est également vrai dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des événements dans le passé qui sont corrélés avec des événements dans le présent et qui sont corrélés avec des événements dans le futur. Et pour que ça marche, il faut bien que les événements futurs existent déjà. Et c'est même ainsi que se construit le futur, bien en avance. Donc il faut en déduire que la physique nous apprend qu'il faut arrêter de penser que le front du présent serait créateur de notre futur immédiat. Pas du tout. Et que donc, à partir du moment où on considère que notre futur est déjà réalisé, il faut considérer que ce qu'on appelle le temps présent, donc ce n'est pas quelque chose qui crée notre futur, c'est un espace pour notre conscience de manière à nous positionner dans l'espace-temps.
Et de même que nous nous positionnons dans l'espace-temps, dans une certaine épaisseur d'espace, ce que je vois autour de moi, je suis également dans le temps qui est de l'espace, dans une certaine épaisseur de temps. Et cette épaisseur de temps, c'est quelque chose qui, sur la figure à droite en bas, que j'ai représenté par un cercle vert, contrairement à ce que pourrait considérer le cerveau, s'il pouvait être conscient, et que je représente par un trajet bleu, le cerveau a un comportement complètement mécaniste et ne se rend jamais compte des choix qu'il fait alors qu'il fait des choix. Par contre, la conscience, elle se rend compte qu'elle a des choix à faire. Et ce n'est pas le cerveau qui va orienter les choix de la conscience, parce que le cerveau peut aussi bien aller à droite qu'à gauche sans se rendre compte qu'il a fait un choix. Donc ça veut dire que nous devrions travailler avec un futur déjà réalisé et en même temps un futur flexible. Alors est-ce que c'est concevable? Eh bien la réponse est oui, parce que vous savez bien que si vous continuez le trajet au-delà de la brume, le sentier existe déjà et qu'il peut y avoir des bifurcations. Donc ça ne vous choque pas d'imaginer que vous pourriez avoir un futur déjà là, mais que vous pouvez également changer votre futur. Ce que vous allez changer, en réalité, ce n'est pas votre futur, c'est votre itinéraire à l'intérieur d'un futur multidimensionnel. Alors, est-ce que ça, c'est bien raisonnable? Est-ce qu'il est raisonnable de voir le multivers, puisque ce que je vous ai parlé, en prenant cette métaphore du territoire sur lequel il y a de la brume, qui nous donne l'impression que le futur n'est pas déjà là, alors qu'il existe une multitude de sentiers dans votre futur que vous pourriez emprunter, mais à un moment donné, il n'y en a qu'un seul qui est emprunté par vous, et il peut changer. Est-ce que c'est bien rationnel, cette affaire? Eh bien, j'ai fait 3 livres, d'une part, et 3 publications scientifiques, d'autre part, dont 2 dans la revue Annals of Physics, pour démontrer que c'était tout à fait possible. C'est-à-dire que la mécanique classique est totalement indéterministe et qu'il est tout à fait possible de faire évoluer des trajectoires que l'on emprunte dans le futur hors du temps. Si vous prenez un billard, par exemple, parce que j'ai fait ça à partir de calculs de billard, il suffit d'éloigner suffisamment les conditions initiales des boules et les conditions finales des boules pour voir apparaître de multiples trajets pouvant relier ces conditions initiales et ces conditions finales. Et vous pouvez également choisir les conditions finales. C'est juste une question de constante de temps. Cette constante de temps, je l'ai calculée, et c'est publié donc dans Annals of Physics. Pour comprendre ça, intuitivement, c'est bien de prendre l'image du GPS, c'est-à-dire que si on veut finalement savoir comment naviguer dans notre vie, il faut se dire que tout se passe comme si nous étions emmenés vers notre futur en suivant un conditionnement qui correspond au tracé d'un GPS. C'est-à-dire que le GPS ne fait que traduire finalement le conditionnement qui fait que nous allons nous comporter de manière automatique à tous les moments de notre vie, même lorsque nous avons l'impression de faire des choix. Sauf qu'il est tout à fait possible qu'à un moment donné, on s'éveille et on se rende compte qu'on pourrait très bien peut-être ne pas faire ce qui se fait et peut-être sortir un petit peu du sentier. Et dans ce cas-là, au lieu d'aller tout droit, la dame vous dit d'aller tout droit et vous décidez, ah ben non, là, cette fois-ci, je vais à droite. Et qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas déstabilisé la structure de l'espace-temps, parce que l'espace-temps recalcule automatiquement votre trajet et la dame vous dit, faites demi-tour. Et si vous continuez d'aller contre ce qu'elle dit, eh bien, elle, à nouveau, faites demi-tour, comme hier soir, elle vous l'a fait 3 fois, pour arriver à trouver... Et à un moment donné, elle a compris que vous avez évolué réellement, et elle vous a calculé un nouveau trajet, et vous n'avez pas bouleversé l'espace-temps, simplement l'espace-temps est assez souple, est assez fluide, est assez flexible pour permettre ça dans la réalité. C'est-à-dire que le futur déjà réalisé, ce qui est le plus rationnel en physique, est parfaitement compatible avec le libre arbitre. Et je vais vous donner un exemple. Alors, avant de vous donner un exemple, je vais juste vous dire que l'on peut comprendre cette réalité d'un futur flexible de manière différente en considérant que tout se passe comme si nous étions mus
à l'intérieur d'un tunnel invisible qui oriente nos pas tout le reste de notre vie, eh bien ce tunnel flotte littéralement sur un océan, l'océan dont parlait André tout à l'heure, donc qui est parfaitement bien identifié aujourd'hui. C'est un océan de gravité quantique que l'on peut également considérer comme un océan d'information quantique et qui doit être dimensionné à l'aide de 6 dimensions supplémentaires. Et personnellement, j'attribue cet océan d'information quantique à l'influence de la conscience. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Je vais vous passer un petit film là, qui est en 3 parties. Vous voyez que au milieu, il y a une zone chaotique. Ça, c'est vous êtes en vacances. Et au départ, vous êtes à votre travail. Et ensuite, vous revenez à votre travail. Et vous allez voir des changements dans vos lignes de vie. Évidemment, il ne va pas y avoir beaucoup de changements lorsque vous travaillez, mais les changements risquent d'être suffisamment importants pour qu'un jour ou l'autre, vous changiez carrément complètement de vie. Donc, tu peux démarrer, André. Voilà, vous êtes au travail. Vous partez en vacances et vous faites des rencontres qui vous amènent à vous considérer différemment, de nouvelles perspectives, mais finalement, c'est raté. Et puis, ce que vous avez acquis est en train de se reconfirmer à travers une seconde rencontre. Et il y a une résistance de l'ancien passé. Et puis, vous finissez à travers une 3e rencontre par stabiliser la nouvelle personne que vous êtes devenue et qui vient retravailler, mais dans le même job, mais avec un état d'esprit complètement différent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Et je vous remercie. Donc en conclusion, donc merci Philippe pour ces précisions en miroir avec ce que je vous ai dit. Est-ce qu'il existe une transition possible entre le savoir archaïque et traditionnel, on va dire naturel, et un savoir scientifique? Bon, je pense que tout à fait, c'est tout à fait dans l'air du temps d'ailleurs. Alors comment, peut-être par l'observation rigoureuse de la nature, ça a été dit par Vincent Coquillot hier, et conjugué avec des exercices de la pensée. Et alors on peut quoi faire? Alors on peut transformer la réalité de la même manière que l'on peut transformer les éléments d'un rêve lucide la nuit. Alors là, il faut que je m'adresse à ceux qui connaissent ce phénomène étonnant, c'est qu'on se réveille la nuit, on s'aperçoit qu'on est en train de rêver, mais on peut modifier les éléments du rêve. Si dans la journée on arrive à la même chose, c'est qu'on réalise que ça c'est un rêve, bien sûr on ne changera pas le rêve, que ce soit la nuit ou le jour, mais on peut modifier des choses, changer de trajectoire, même si la condition finale est respectée, ce que vient de nous dire Philippe. Alors, en conclusion, on peut dire que la sagesse orientale, on va dire traditionnelle, regarde à l'intérieur et nous peut-être un peu plus à l'extérieur, mais si on regarde à l'intérieur comme on regarde à l'extérieur, on fait de l'intérieur un extérieur. Ce qui peut rappeler, pour faire plus simple, la proposition de Spinoza, avec pas tout à fait exactement ça, mais qui va dire « Par réalité et perfection, j'entends une seule et même chose ». Merci pour votre attention. Il a envie de parler, Max. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait envie de parler à part Max? Allez. Je voudrais juste une petite précision. Est-ce qu'on peut faire une assimilation, comme vous l'avez fait souvent, je crois, entre objet et particule? Souvent, parfois, je dirais deux particules qui sont dans un même espace, sont corrélées, etc. Et objet. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les deux, les assimiler ou non? Un objet est composé de particules. Oui, mais encore, le tout n'est pas forcément la somme des parties. Mais dans quel contexte feriez-vous la différence? Une particule est quelque chose d'infiniment petit et se trouve dans un état quantique.
alors qu'un objet est quelque chose de macroscopique et n'a plus d'état quantique, c'est ça que vous voulez dire? Eh bien, aujourd'hui, on sait, et la physique a suffisamment progressé pour montrer que, théoriquement, il n'y a aucun problème pour rendre un objet macroscopique de nature quantique. D'accord? Ça ne se fait pas, par contre, dans les conditions de température ordinaire. Et c'est une question de technologie. Il faut arriver à passer ce qu'on appelle le phénomène de décohérence qui intègre l'objet dans notre réalité. Voilà. C'est tout à fait théoriquement possible. D'abord, merci pour ce super exposé. Et je vais vous poser une question, Philippe, parce que je suis un peu... Quand on parle de libre arbitre, ce qui me donne une impression un petit peu presque pessimiste, c'est qu'on a l'impression que notre passé et notre avenir sont déjà écrits. Et que dans notre passé, finalement, et je trouve ça assez génial, c'est que le futur, effectivement, s'il n'est pas déjà prédestiné, on ne peut pas imaginer le futur que vous dites. Et le libre arbitre, à ce moment, n'agit que dans le présent, si j'ai bien compris. Oui, mais il prend son information hors du temps. Hein. Donc, le libre arbitre, si vous voulez, c'est la possibilité de se connecter à une plus grande dimension de soi-même. Oui. Donc, une dimension supplémentaire. Et quel intérêt a-t-il, puisque le futur est tout le temps même? Alors, pour arriver à glisser d'une ligne temporelle à une autre, c'est-à-dire pour arriver à changer d'univers. Vous avez entendu parler du multivers. Les multivers interprètent d'habitude ça comme étant un ensemble d'univers séparés, c'est-à-dire que les myriades de vies alternatives que nous pourrions avoir existent bien, c'est reconnu, mais elles existent dans des univers complètement séparés, et avec dans chaque univers une vie complètement déterministe. Ceci ne tient pas compte du fait que l'information physique en physique est bornée, et du fait que l'information est bornée, il y a la possibilité de passer, de transiter d'un univers à l'autre. Donc il faut se mettre dans la tête que la nouvelle vision du multivers qui va arriver à s'imposer dorénavant, à partir de maintenant, parce que je vois mal comment on va pouvoir contourner l'idée de la flexibilité, c'est une idée qui va nous permettre de passer d'un univers à l'autre par la conscience. Je voudrais simplement commenter pour répondre à Jean que, si tu veux, sur le libre arbitre, il faut lire absolument le débat qui a eu lieu entre Dirac et Einstein, Dieu joue-t-il au dé, etc., parce que ça a été un des gros problèmes sur lequel Einstein a chopé. Il y a pas mal de textes là-dessus, et je pense que ces deux-là étaient les personnes les plus au monde capables d'extrapoler leur théorie chacun, et personne n'a pu conclure sur le débat. Et si eux ne peuvent pas, honnêtement, même 100 ans plus tard, on n'est pas à ce niveau-là et on ne peut pas. Ça, c'est les premiers commentaires, donc le débat est complètement ouvert. Et j'aurais corrigé l'histoire des multivers, parce qu'André Guité, qui l'a créé, ne l'a pas créé du tout dans cet esprit-là. C'est une fluctuation quantique. Quantique, effectivement, pour expliquer l'extension, l'inflation, la première seconde de l'univers. Mais ce sont des univers, ça rejoint ce que disait Jean-Claude, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter la vie ou l'entité d'un ensemble de particules qui essaie de réfléchir comme une chose inerte et qui pourrait changer l'univers, c'est simplement mécaniquement et matériellement des possibilités. Comment se greffe la vie là-dedans, etc., c'est complètement un point d'interrogation, et qu'on saute d'un multivers à l'autre, non. On ne peut pas changer, ça n'a pas été créé dans cet esprit-là. Ça ne veut pas dire qu'on puisse pas s'imaginer, se transposer, s'amuser à y réfléchir, mais il n'y a aucun besoin de cela, pas plus que Dieu qui joue au dé, pour, quand on l'a créé. C'est créé pour une raison de fluctuation, et c'est créé pour essayer de relier un peu les instants d'Einstein. J'ai discuté avec son créateur. Oui, mais je ne suis pas d'accord. Alors, je vous explique. Bon, d'abord, il y a plusieurs types de multivers. Celui dont vous parlez, c'est celui qui provient des univers bulles, d'accord? Donc c'est à la limite. Il y a ce multivers-là. Il y a le multivers des univers bulles. Il y a le multivers de la théorie des cordes, avec ses 10 puissance 500 possibilités. Et, oui, si, il est toujours là. Et il y a le multivers quantique, qui est le multivers auquel je
devant notre vie. La question est de savoir si, lorsqu'il y a un choix à faire, est-ce que vous créez deux personnes issues de vous-même se mettent à exister, alors qu'auparavant, il n'y en avait qu'une. La question, elle est là, et c'est ce multivers-là qui a été popularisé récemment, hein, et dont on a largement parlé dans la littérature scientifique. C'est le multivers quantique qui pose le plus de problèmes, parce que dans ce multivers-là, il apparaît clairement que les choix ou bifurcations ne sont absolument pas gérés. On ne dit absolument pas, nous qui vivons dans un univers bien déterminé, quels ont été les choix qui font qu'on s'est fait retrouver dans cet univers-là. Donc je suis désolé, c'est un problème absolument fondamental qui n'est absolument pas résolu par la physique actuelle. Et de dire que maintenant, il n'y a pas d'amalgame parce que le fait de vivre dans un univers... Je propose que vous repreniez cette conversation durant la cour. Je veux simplement dire ça, c'est que bien sûr ces débats sont infinis, nous sommes dans la contradiction. Le seul moyen de dépasser la contradiction, c'est de faire l'expérience nous-mêmes de notre métaphysique. On est fabriqué pour ça. On est fabriqué pour chavirer dans la dimension non locale. Il suffit de pratiquer. Je sais que la plupart des gens dans la salle le font depuis longtemps et on ira plus vite que les scientifiques. Merci.